Ce qui fait l'humanité, c'est notre passion. Dans notre société, on oublie l'essentiel. On oublie les relations humaines, on oublie aussi la passion. Et ce qui fait qu'à un moment donné, on a envie de se lever chaque matin, on a envie de se battre chaque matin pour une cause qui nous dépasse. Et les combats que j'ai pu mener dans le milieu associatif, dans la politique, aujourd'hui comme pompier volontaire, etc., je les ai toujours faites par passion. Et je pense que c'est un élément qui est consubstantiel à l'homme. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast. On va interviewer une personne qui a un parcours de vie qui sort un peu des cadres. Là, c'est quelqu'un de très particulier parce que c'est un ami d'enfance. On a un peu tous dans notre école cet enfant qui veut plus tard être président. Et ben voilà, il est en face de moi. Il s'appelle Rémi Lavenant. Bonjour. Salut Marius. Comment ça se fait que déjà, si jeune, t'aies voulu devenir président? D'où ça sort cette idée-là? Bah écoute, je sais pas, j'ai l'impression que on a un petit peu quelque chose en soi et qui attend juste de s'exprimer. Et pour moi, j'ai toujours eu envie de me mettre au service des autres, au service de la collectivité. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours animé depuis gamin, un peu comme si j'avais une espèce de devoir à accomplir. Je pense qu'il y a un peu plus que ça parce que t'as très vite été assez animé. Moi, je pense beaucoup à l'histoire. T'étais un très grand fan de Napoléon. Je pense que ça va avec. Bah écoute, en fait, moi j'ai eu des grands-parents. Alors ma grand-mère qui est décédée récemment, qui adorait l'histoire. C'était vraiment une passion. Il y avait des livres Historia partout dans son appartement. Et j'avais un grand-père où lui, c'était pas du tout Napoléon, mais c'était la Seconde Guerre mondiale parce que mon arrière-grand-père l'avait connu et avait été combattant. Et du coup, j'ai toujours été un petit peu dans une famille où l'histoire, ça revêtait quelque chose d'important, tu vois. Et du coup, voilà, après moi j'ai toujours été fasciné par les grands personnages où à un moment donné, parfois en partant de rien, en héritant de rien, eh bien on pouvait changer le cours de l'histoire. Et Napoléon, c'est quand même l'exemple de celui qui est parti de rien, qui était le fils en fait d'un petit notable de Corse devenu à peine française un an avant sa naissance, et qui finit par devenir empereur des Français, empereur d'une grande partie de l'Europe. Enfin, c'est des destins où après on les juge maintenant aujourd'hui avec notre regard plus ou moins bien, mais où on se dit c'est quand même extraordinaire voilà, qu'un homme, dans son temps, dans son époque, arrive à changer le destin de millions d'autres. C'est une recherche d'impact que toi, tu as trouvé dans la politique et que tu as trouvé très tôt. Moi, je me souviens que ça, c'était une des choses qui m'a surpris. Une des élections, je crois que c'était Hollande contre Sarkozy. À la défaite de Sarkozy, tu avais pleuré. Moi, je trouve ça magnifique d'être aussi impliqué au point de pleurer. Moi, c'est une des choses que j'ai des sujets où je suis très animé, mais après, j'ai aussi un problème avec le fait de pleurer. Mais j'ai jamais été animé au point de pleurer. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est vraiment admirable. Ouais, alors tu vois, pourtant aujourd'hui dans mes orientations, je suis plutôt quelqu'un qui a le cœur à gauche. Donc voilà, bon, après on évolue avec le temps aussi. Mais si tu veux, moi je considère que ce qui fait l'humanité, c'est notre passion. C'est le fait, à un moment donné, d'être animé par des choses qui nous dépassent, qui nous transcendent, qui nous font devenir en fait de meilleures personnes. Et en fait, je pense que des fois, ce qui manque un peu dans notre société, qui est devenue très aseptisée, et où finalement, avec aussi les réseaux sociaux, on est beaucoup dans l'apparence, on est beaucoup à se couvrir derrière beaucoup de voiles d'apparat, eh bien en fait, on oublie l'essentiel. On oublie les relations humaines, on oublie aussi la passion, et ce qui fait qu'à un moment donné, on a envie de se lever chaque matin, on a envie de se battre chaque matin pour une cause qui nous dépasse, et où on essaie d'avoir un peu de prise dessus. En fait, toute ma vie durant, dans tous les combats que j'ai pu mener dans le milieu associatif, dans la politique, aujourd'hui comme pompier volontaire, etc., je les ai toujours faites par passion. Et je pense que c'est vraiment un élément qui est consubstantiel à l'homme. C'est-à-dire à un moment donné de vivre de passion. C'est ça, en fait, c'est un peu la phrase du cercle des poètes disparus. Et je trouve qu'en fait, ça caractérise bien ma vision un peu de l'humanité. Très beau film. Et en soi, c'est toute l'idée du podcast, justement, c'est interviewer des gens qui ont cette chose qui les anime. Et c'est aussi pour ça que je mets la vidéo, parce que c'est quelque chose qui se communique, c'est quelque chose qui se voit, c'est quelque chose de magnifique aussi. Et c'est pour ça que moi je veux faire ça, c'est ce genre de personnes-là que je veux rencontrer, c'est ce genre de personnes-là qui te donnent envie d'aller plus loin dans la vie. Et je pense qu'on peut aussi parler de ta trajectoire de vie, parce que tu as fait ce qu'on appelle une grande école, mais toi t'as pas forcément fait tout ce que tes camarades de classe ont fait. En fait, déjà moi j'ai pas vécu la grande école comme la plupart de mes camarades l'ont vécu. Parce que justement, alors j'avais tout juste 20 ans, j'étais déjà candidat au municipal à l'Hardy.
J'avais déjà aussi une vie associative qui était très remplie et où en plus j'étais pas seulement bénévole mais j'étais responsable d'association. Donc responsable de bénévoles, responsable de locaux, responsable d'organisations qui, je veux dire, tournaient tous les jours, toutes les semaines. Et du coup, ça me laissait pas forcément la place à la vie estudiantine qu'ont pu avoir mes potes, où en fait ils avaient des soirées, où ils avaient beaucoup plus de temps pour eux, où en plus ils vivaient sur Paris. Moi, je suis toujours resté finalement vivre à l'Hardy. Je prenais le RER tous les matins, tous les soirs, avec toutes les galères que connaissent tous les gens qui prennent le train. Et en fait, déjà, tu gardes les pieds sur terre. Et puis, du coup, ça fait aussi, tu n'oublies jamais les personnes pour qui tu te bats. Par exemple, moi, j'ai toujours considéré que Sciences Po, c'était pas un but, c'était un moyen. C'était un moyen de servir les causes que je défendais. Et je toujours considéré aussi que quand on avait eu la chance, parce que moi, je considère que c'est une chance, comme moi, d'avoir pu faire une école comme ça, on était redevable aussi envers la collectivité. C'est-à-dire qu'on n'était pas là pour faire Sciences Po, pour gagner beaucoup d'argent derrière, pour avoir des carrières prolifiques, mais on était là pour servir la collectivité. Et qu'il fallait trouver du coup les ressources à l'intérieur de Sciences Po qui nous permettent ça. Et puis après, moi, il y a des lectures et tout ça qui m'ont matricé depuis gosse. Par exemple, désolé, je reviens beaucoup à elle, mais bon, c'est un peu parce que c'est encore récent, etc., son départ. Mais ma grand-mère m'a offert un livre à mes 10 ans qui, moi, m'a marqué, c'était Le Petit Prince. C'est un livre, finalement, qui est un conte philosophique, qui semble un peu anodin, et quand on le lit, très enfantin, puisque, en fait, on a l'impression qu'il s'adresse aux enfants, mais en fait, il s'adresse à la part d'enfant qu'on porte dans chaque adulte. Et il porte des valeurs qui, pour moi, sont beaucoup plus importantes que toutes celles qu'on peut voir à la télé, dans les pubs, dans les discours politiques. C'est vraiment le fondement de ces valeurs-là. Le fait qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, le fait qu'à un moment donné, tout ce qui est autour de nous est un peu futile, et qu'il faut se rapprocher toujours de l'essentiel et ne jamais l'oublier. En fait, c'est quelque chose d'important. Et donc, à chaque étape, quand j'étais à Sciences Po, quand je me suis engagé dans tout un tas d'organisations de combat, en fait, j'ai toujours essayé de faire en sorte de ne pas l'oublier ou de l'oublier le moins possible, tu vois. Ouais, en fait, c'est garder une vision à grande échelle, à long terme de ce que tu veux faire. Ouais, en fait, c'est de jamais oublier déjà le but que tu poursuis. Et moi, voilà, le but, c'est d'essayer, en tout cas, d'être le plus utile possible. Et en même temps, alors après, c'est très mégalo, mais de se dire aussi qu'on laisse une marque, à la fois auprès des gens qui nous entourent et aussi une marque un peu dans l'histoire. Parce qu'au final, nous, on n'est que de passage. Et donc, ce qui compte, c'est à la fois le bien qu'on peut faire autour de soi, et c'est aussi le souvenir qu'on va laisser auprès des gens. Et moi, j'essaye, en tout cas, chaque jour, en tout cas, d'essayer de m'améliorer et de pouvoir essayer de faire changer aussi les choses à grande échelle. Parce qu'en fait, tu vois, quand j'ai démarré, par exemple, l'association, Jeunesse Solidaire, je savais qu'on faisait des choses utiles. Oui, on aidait des familles dans le besoin. Oui, on nourrissait 10, 15 familles qui en avaient besoin à Lardy, à Janville, à Bourret. Voilà, on faisait tout ça, mais je savais que ça n'avait pas l'impact que je souhaitais. C'est-à-dire que c'était insuffisant. C'est-à-dire que malgré tout, ça n'empêchait pas des milliers, des centaines de milliers de gens d'être pauvres à côté, de souffrir, d'être malheureux. Et en fait, on peut pas... je pense que quand on est humain, qu'on a de l'empathie, on peut pas regarder des gens malheureux autour de soi sans agir ou sans être touché par ça. J'aime bien que tu dises quand on est humain, quand on a de l'empathie. Et en vrai, je pense que dans notre société actuelle, c'est pas quelque chose qui vient de soi d'être humain en fait. On se rapproche de plus en plus des robots, je trouve. Et il y a aussi cette notion de vivre. Tu parlais de philosophie, moi c'est un sujet que j'adore. La philosophie, c'est chercher la vie dans la vie. Ouais. C'est des notions... pareil, tu parlais de laisser une marque. En fait, dans le banquet, Platon, à travers Diotima, qui est une prophétesse, va mettre en avant le fait que chaque homme cherche l'immortalité. Quand je dis homme, homme-femme évidemment, homme-femme et tout ce qui en suit, va chercher l'immortalité. Et donc il y a deux façons de la voir. La manière traditionnelle, qui est ancrée en nous vraiment animale, d'avoir des enfants. Et donc globalement, tu as ceux qui vont laisser une marque, qui osent, qui l'assument et qui vont essayer de la faire avec des moyens que moi j'aurais tendance à préférer, que ça peut être écrire un livre, ça va être tout ce qui va être créé, ça va être tout ce qui va changer le monde, le transformer.
Et d'un l'autre côté, tu as tous ceux qui vont, j'aurais presque tendance à dire se contenter, mais tu vois, si c'est ta vie, tu fais ce que tu veux, ça, c'est très bien aussi. Mais pour moi, ce qui est important, et ce que je cherche à faire à travers mon contenu, c'est mettre de la conscience dans tout ça. Tu dis, tu veux laisser une marque, tu veux avoir un impact, c'est pas mégalo, c'est normal. Et c'est juste la plupart des gens qui sont endormis, qui ont pas cette, qui se ferment en fait à tout ça, qui se ferment à l'humain, qui se ferment à l'empathie. En fait, tu sais, la vie, elle n'a de sens que de continuer, de se poursuivre, de se transmettre. En fait, c'est le sens effectivement de la reproduction, etc. C'est de poursuivre et de transmettre le génome, de transmettre des caractères héréditaires dans le temps. Et en fait, de la première cellule qui s'est divisée jusqu'à nous aujourd'hui, en fait, ça n'a eu que ce sens-là. Et nous, la seule différence, c'est qu'on a la chance, entre guillemets, les êtres humains, d'avoir une intelligence, d'avoir une conscience peut-être un plus élevée ou plus développée voilà, que d'autres espèces, ou en tout cas que le monde qui peut nous entourer. Et on a la chance du coup de pouvoir exprimer en fait la vie et d'exprimer ce qu'on est à travers énormément de supports, que ce soit des livres, de l'art, et des premiers humains d'ailleurs qui commençaient déjà à peindre dans les grottes jusqu'à nos jours. En fait, ça a toujours été cette logique de transmettre et de laisser une marque. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, en fait, les gens, aujourd'hui, tous ceux qui ont envie de laisser une marque, ils passent pour des mégalos ou des gens qui ont une ambition démesurée, mais en fait, je pense que c'est profondément inscrit en nous et c'est pas quelque chose de négatif. Et après, aussi, je pense que la réalité, c'est que on a aujourd'hui un modèle économique et social qui détruit, en fait, vraiment l'être humain dans ce qu'il est. Je crois profondément, c'est-à-dire qu'on résume les gens à être des numéros, à être des consommateurs. Du coup, même l'aspect citoyen, en fait, qu'on devrait avoir chacun au fond de nous, c'est-à-dire le fait de s'intéresser aux autres, de s'intéresser à un grand mot, hein, l'intérêt général, c'est des choses qui disparaissent parce que finalement, tant qu'on offre aux gens Amazon pour aller leur livrer ce qu'ils veulent, le Drive pour avoir leurs courses chez eux, un toit au-dessus de la tête et puis Netflix pour être devant des séries, en fait, il y a certaines personnes qui finalement s'en contentent. Ouais, et ça existe depuis l'Antiquité. Les Romains, c'était du pain et des jeux. C'était tout ce qu'ils avaient besoin de donner au peuple et à côté, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Et ça a toujours existé comme ça. C'est le début, en fait, la disparition de la culture, la disparition de l'altérité, c'est toujours le début de toutes les servitudes. En fait, aujourd'hui, on n'est pas forcément asservi par un système politique, mais par un système économique qui, en plus, nous conduit à la catastrophe environnementale qu'on est déjà en train de connaître. Moi, je le vois en tant que pompier, on a de plus en plus de feux d'espaces naturels, parce qu'en fait, les canicules, les sécheresses se cumulent, s'aggravent, et qu'on n'arrive même pas à reconstituer les stocks d'eau d'une année sur l'autre au niveau des nappes, et pas que, hein. Enfin, c'est la face émergée de l'iceberg. Mais, en fait, c'est un modèle qui détruit le vivant, qui détruit les espèces autour de nous, qui détruit notre environnement et nos écosystèmes dont on dépend, et qui en plus broie, ce qui pour moi fait vraiment la singularité de l'être humain. C'est-à-dire que moi je trouve que ce qui est quand même beau chez l'être humain, c'est d'arriver à regarder un tableau de Picasso, un poème de Victor Hugo, un grand film français ou américain, ou peu importe d'ailleurs, d'arriver à s'émouvoir, d'arriver en fait à vivre des émotions partagées, même en s'exprimant par des langages différents, par des mots différents, par des supports différents, mais c'est un peu d'avoir ce patrimoine commun de l'humanité. Et je trouve que, en fait, aujourd'hui, on coupe en fait l'être humain des autres. Par exemple, quand on regarde TikTok, Instagram, etc., et leur mode de fonctionnement, c'est qu'en fait les gens se regardent eux-mêmes et finalement on leur envoie tout un tas d'émotions positives à coups de j'aime, etc. Mais ils oublient de regarder les autres. Ils oublient de s'ouvrir parfois aux autres. En fait, on cultive un peu l'égocentrisme. C'est intéressant parce que moi j'ai une vision assez opposée de tout ça. Par rapport à l'égoïsme et l'individualisme. En fait, le problème des gens actuellement, c'est que tu vois, ils sont pas
un humain, bon ça c'est ce qu'on a déjà dit, mais si on devait les caractériser, ça serait la main, tu vois. C'est quelqu'un qui va chercher à être utile, qui va travailler pour autrui, etc. Et du coup, c'est pas toute la partie du corps. Et notamment, il manque la tête. Et quand les gens font quelque chose, en fait, ils le savent pas, mais ce comportement-là, il vient pas d'eux. Et du coup, tout ce qu'ils font, en fait, c'est pas pour eux. J'aurais même tendance à dire que c'est pour l'image qu'ils entretiennent d'eux-mêmes. Et du coup, ils sont pas égoïstes parce qu'ils n'ont pas à cœur leur bien, ils ont à cœur le bien de leur image. Et du coup, tout est envoyé vers cette image qui n'a pas de réalité. Et ça, c'est aussi une grande notion. Qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui n'est pas réel? C'est pas parce que c'est un jeu vidéo que c'est pas réel. Le jeu vidéo va créer des choses, va créer des émotions. Il y a des jeux vidéo qui vont être plus ou moins artistiques, qui vont plus ou moins jouer sur ça. Et pour moi, les jeux vidéo, si jamais ils existent, et autant pour les jeunes, c'est parce que t'as un monde qui donne pas de place aux enfants, qui leur donne ce qu'on accorde de la valeur à la connaissance. Et un enfant, il vient de naître, il n'en a pas. Donc on lui donne pas de place. Alors que quand il arrive dans le jeu vidéo, là on va lui dire, tiens, regarde, c'est bien ce que tu as fait, tiens, tu as gagné ça. Et tiens, on va faire monter ton rang. Et tiens, tu vas être meilleur que l'autre, etc. Donc on va combler en fait des besoins dans les jeux vidéo. Et si jamais le jeu vidéo existe, et si jamais on dit que le jeu vidéo est addictif, c'est juste que ces besoins-là, actuellement, la société est faite de façon à ce que les jeunes, et même on en voit de plus en plus d'adultes qui continuent de jouer aux jeux vidéo parce qu'ils n'ont pas trouvé autre chose qui arrive à combler aussi bien ces besoins-là. Et c'est ça le vrai problème. Il y a une notion de contrôler les gens et par rapport au pouvoir. Le fait qu'en fait les individus, il y a un groupe, il y a une collectivité. Et toi c'est intéressant parce que tu travailles aussi sur cette collectivité. Et en fait, quand les gens rentrent dans un groupe, ils rentrent dans un groupe. Ils mettent un peu ce qu'ils sont de côté et deviennent une part du groupe. Et là, ça participe au fait de perdre cette notion pour moi d'égoïsme et à se perdre soi en fait. Et pour moi, c'est ça un peu qui cultive tout le problème des gens. Ils savent pas qui ils sont, mais ça déjà c'est une grande question. Le connais-toi toi-même de la philosophie. Il y a des gens qui se prennent la tête pendant des années pour réussir à trouver ça, ils ne le trouvent pas. Je ne veux pas vous spoiler, mais ils ne le trouvent pas. La philosophie, c'est pas parce que vous mettez à la philosophie que vous allez vous trouver. C'est quelque chose de très difficile qui prend du temps et qui a complètement été mis de côté. Alors qu'il y a plein de connaissances aujourd'hui, il y a une information qui est cultivée sur l'internet, qui va être un accès à l'information qui est génial, mais la plupart passent complètement à côté. Ce que je trouve aussi flippant, c'est les modèles, parce qu'en fait, quelles que soient les périodes historiques, etc., on a toujours eu des modèles vers lesquels on voulait faire tendre la population. Après la Seconde Guerre mondiale, on a eu beaucoup de modèles des héros liés aussi aux comics et à tout cet univers-là, du héros de guerre aussi qu'on retrouve, qu'on peut même retrouver un peu dans la filmographie, par exemple Tom Cruise, etc. Et en fait, aujourd'hui, moi, ce que je trouve assez flippant, c'est les modèles qu'on envoie dans notre génération, qui sont ni des modèles de bravoure, ni des modèles de générosité, comme par exemple pouvait l'être aussi l'abbé Pierre, c'est-à-dire une forme de courage dans la solidarité, dans le fait d'aller défier les institutions parce qu'on considérait que ce qui se passait était injuste. Même Martin Luther King, quand il va lutter contre la ségrégation, c'est des figures qui poussent les gens à devenir meilleurs. C'est-à-dire que oui, ils abandonnent peut-être une petite part de ce qu'ils sont eux, mais aussi pour se grandir et pour aussi découvrir peut-être des choses qu'ils ne savaient pas sur eux-mêmes. Et en fait, aujourd'hui, quand je vois que ce sont des influenceurs qui sont en fait essentiellement là pour gagner de l'argent et qui entourent ça de marketing, nous faisons ça pour votre bien, nous faisons ça pour améliorer votre vie, alors qu'en fait ils sont surtout là pour vendre du contenu parce que c'est une source de rémunération et c'est leur métier, et qu'aujourd'hui ce sont eux qui sont pris comme modèle de la part des jeunes. Moi je trouve ça inquiétant parce que ce sont des gens qui vivent dans une vie en fait qui n'existe pas, déjà qui est une vie imaginée, rêvée, voilà. Souvent une vie où en fait la notion de travail, la notion d'engagement, la notion déjà de se lever le matin en fait n'existe pas, puisque eux ils peuvent produire 3 contenus dans la journée qui vont leur prendre 5 minutes à faire et en fait gagner énormément d'argent à travers ça. Et finalement, en réalité, c'est pas la vie que peuvent occuper 99,8% de l'humanité, parce qu'en fait ces gens-là
ils peuvent faire ce métier-là parce qu'il y en a d'autres qui sont éboueurs, caissiers, qui travaillent dans des usines, qui s'occupent des espaces verts, qui entretiennent les routes. En fait, ils font des métiers utiles à tout le monde. Et moi, j'aimerais des fois, c'est qu'on puisse mettre davantage en avant ces gens-là, qui sont des gens qui vivent dans la vraie vie, qui vivent des vies difficiles parfois, mal reconnues. Moi, quand je travaille dans une collectivité où je suis élu, et en fait, quand je vois des agents des espaces verts qui travaillent dans le froid, sous la chaleur, pour entretenir le parc que vont emprunter tous les enfants de la commune, quand je vois des agents, des agents à la caisse qui vont parfois en plus se faire maltraiter par les clients, mais qui font un métier indispensable parce que il faut bien des gens qui le fassent. Je trouve qu'ils ont beaucoup plus de mérite et méritent d'être davantage reconnus dans ce qu'ils font et d'être même mis parfois aussi comme modèle par rapport à d'autres gens qui ne sont pas utiles et qui ne font pas du bien en plus. Tu vois, des émissions comme toi, enfin des podcasts comme toi, pardon, ce que je trouve bien, c'est que tu mets en avant des choses positives dans des discussions qui sont construites. Et aujourd'hui, en plus, le rôle des médias, malheureusement, en fait, c'est aussi détérioré parce que pour faire de l'argent, pour aller capter de l'attention, on réduit les propos, on réduit les discussions, on réduit en fait l'intelligence pour se tourner vers le maximum de buzz, le maximum de désinformation, le maximum de... Voilà, et donc on va chercher les personnalités qui sont les moins intéressantes parce que c'est celles qui sont les plus radicales, les plus violentes, qui apportent rien en fait au débat, parce qu'en fait ces gens-là ils ne débattent pas, ils exposent leur opinion, souvent dans la violence, contre des gens qui font exactement la même chose et ça ne fait avancer personne. Et moi je préfère des formats comme celui-là où au moins ça amène un peu d'intelligence, un peu de discussion, de l'altérité, du débat, on n'est pas toujours d'accord et tant mieux. Mais on s'écoute et je trouve que c'est bien. C'est cette idée de réflexion et de profondeur. Et en fait, c'est une évolution qui se fait à tellement de niveaux que c'est aberrant ce qui est en train de se passer. Par exemple, le développement personnel, c'est de prendre de la philosophie, des vraies réflexions, et d'en faire quelque chose, une espèce de recette, et de dire, ok, applique cette méthode-là, ta vie va devenir super. Non. Oui, tu peux améliorer ta vie, mais c'est juste parce que ta vie, actuellement, elle est nulle à chier. Et il y a plein de façons d'améliorer ta vie, mais si jamais tu entames une réflexion, actuellement, il y a plein de professionnels. Je me suis fait coacher, ça a changé ma vie. Je lisais beaucoup de livres de développement personnel, du bien et du moins bien. J'ai aussi lu des livres de développement personnel où là, on est proche de la philosophie, là, on avance une réflexion, mais il manquait des choses pour que je les mette en place. Et c'est aussi pour ça que mon podcast s'appelle « Vivre l'individuation ». L'individuation, en fait, c'est une communication entre le conscient et l'inconscient. Parce que moi, tout a changé quand j'ai compris l'existence de l'inconscient et quand j'ai réussi à taper dedans. Taper dedans, c'est-à-dire qu'en fait, des fois, et c'est aussi tout ce qui va se passer dans l'artistique. L'état de flow, ça on en entend beaucoup parler. T'as des moments où tu vas avoir un espèce d'état second, où tout va être facile, tout va être fluide. C'est pour ça qu'on appelle ça l'état de flow. Tout devient fluide. Et là, en fait, tu tapes dans l'inconscient. Ce qui va se passer, c'est que des fois, dans le coaching, et avec des bons psys aussi, tu vas atteindre cet état second où en fait tu vas avoir des réponses qui te viennent, mais qui te viennent comme ça des tripes. Et c'est des réponses que, ça je sais pas exactement comment ça se passe pour tout le monde, on a tous des sens qui sont plus ou moins développés, et du coup ça peut avoir plusieurs formes, mais moi ça, en fait je vais sentir l'information monter dans ma gorge, elle va arriver dans ma bouche là, je vais avoir une idée un peu de ce qu'il y a, tu vois, et je vais décider si je veux la dire ou pas. Ma politique, c'est de toujours la dire. Mais des fois, tu vois, je sais que ça c'est difficile, tu vois, pour l'ego de dire ça. Et je la laisse sortir, et quand je la prononce, là je sais ce que je dis. Et tu vois, c'est aussi quelque chose que je peux attendre à travers l'écriture. Actuellement, je suis en train d'écrire une fiction, et je sais pas exactement ce qui va se passer, tu vois, j'écris, et ça se concrétise. Et tout ça, c'est quelque chose que tu peux pas avoir avec des méthodes. C'est quelque chose que tu dois aller chercher profondément, tu dois mettre en place des réflexions, et tout ça, on le perd à 15 000 niveaux de notre société. Et puis je pense, je dis pas qu'il n'y a pas des choses qu'on peut aller chercher soi-même, parce que je pense qu'on a besoin en fait d'avoir les deux, c'est-à-dire d'avoir le rapport aux autres et d'avoir le rapport à soi. Et en fait, les deux se complètent. Moi, je vais te donner un exemple personnel, mais moi j'aime beaucoup les temps seuls. Par exemple, quand je vais en Bretagne, j'aime bien me poser sur mes rochers et parfois regarder le ciel étoilé, entendre le clapotis de l'eau pendant 1 heure ou 2 heures le soir, réfléchir, me poser sur mes difficultés, sur
comment je vais aborder l'année qui arrive, etc. Et je formalise aussi beaucoup par l'écrit, parce que j'adore écrire en fait de la poésie. Et je mets beaucoup d'émotions parfois enfouies dans la poésie, avec des mots qui vont réussir à s'agencer, avec des sonorités qui vont tout de suite se dégager de façon très fluide. Et qui finalement, en relisant après, beaucoup d'émotions que j'avais du mal peut-être à exprimer, à verbaliser ou même à comprendre, je réussissais à les mettre presque un peu en symphonie sur le papier. Mais c'est exactement ce dont je parlais. Et moi, la poésie, c'est quelque chose que je comprends depuis très peu de temps. J'ai essayé un peu et ouais, c'est assez incroyable. J'ai toujours aimé ça. Alors du coup, c'est pas à la mode, dans le sens que, même si en vérité le rap, par exemple, pour des bons rappeurs, c'est quand même de la poésie souvent, alors avec certes des mots qui sont différents que ceux pouvaient employer nos aînés, mais c'est aussi une forme de poésie qui a évolué avec son temps, mais comme de la même manière, on reprochait par exemple à Victor Hugo, qui est aujourd'hui une figure incontournable de la littérature française, on lui reprochait quand il était jeune de déformer, de désacraliser la littérature et la poésie, parce qu'il remettait en cause les sonnets, il remettait en cause la façon d'écrire de son époque. Et donc moi, ça me choque pas que l'art évolue avec son temps. Mais moi, quand je disais que j'écrivais des poèmes, on se moquait un peu de moi parce qu'on me disait ouais, c'est un truc de vieux, voilà. Après, je pense que chacun exprime différemment. Moi, je suis nul en peinture. Par contre, je pense ne pas être trop mauvais en écriture. Et puis après, dans le rapport aux autres aussi, où je pense qu'on apprend beaucoup sur soi, c'est que par exemple, dans mon association Jeunesse Solidaire, j'ai beaucoup de bénévoles qui ont connu aussi des moments difficiles dans leur vie. Moi j'aime bien dire que parfois ils ont été un peu des fracassés, c'est-à-dire des gens qui ont connu des épisodes douloureux, soit des accidents de la vie, soit des moments où ils se sont un peu perdus eux-mêmes, où ils ont été en difficulté dans leur famille pour se comprendre les uns les autres. Et ce sont des gens qui parfois le savaient, et c'est pour ça qu'ils avaient d'ailleurs une espèce d'empathie pour les autres plus forte, parce que ils savaient ce que c'est que d'éprouver de la douleur et de la difficulté. Parfois ils ne le savaient pas. Et en fait c'est en arrivant dans l'association, en discutant, en passant des moments ensemble, et des moments aussi forts d'émotion, parce que quand on s'occupe de publics particulièrement fragiles, des gens en situation de handicap, des gens malades, des gens précaires, qui ne sont pas capables de donner un petit déjeuner à leur enfant. Quand on vit ça, quand on vit aussi la fatigue de l'engagement bénévole, parce que c'est un engagement de toutes les semaines, et qu'on le cumule avec ses activités professionnelles, sa vie de famille, etc., en fait, on va un peu au fond de soi-même aussi. Parce qu'on va un peu éprouver des choses qui sont au fond de ses tripes et parfois qu'on ne connaît pas. Et je sais que d'une certaine manière, sans qu'on l'ait jamais formalisé ou verbalisé, il y a plein de bénévoles où ça leur a fait énormément de bien, en fait, à eux-mêmes de venir dans l'association. C'est-à-dire au-delà de ce qu'ils pouvaient apporter aux autres, du bien qu'ils pouvaient apporter aux autres, ça leur a permis de se découvrir eux-mêmes, d'en apprendre beaucoup plus sur eux, de grandir. Et je le dis souvent quand on fait nos assemblées générales ou même quand on fait des discours un peu à la population, parce qu'on essaye d'avoir un lien avec la population, c'est qu'en fait, c'est pas, même si entre guillemets on n'est pas une association de consommation, comme les gens qui viennent dans un club de foot pour pratiquer du foot, donc une activité qui leur plaît à eux, nous c'est une activité un peu de don, malgré tout, on grandit, on évolue et on prend aussi beaucoup de choses là-dedans. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, s'ils passaient plus de temps dehors, plus de temps avec les autres, si des fois ils suivaient un peu leurs intuitions sur une activité qui leur plaisait, qui les transcendait un petit peu, et ils disaient je franchis le pas et je m'engage à fond, ils en apprendraient aussi beaucoup sur eux-mêmes. Et ça pourrait les aider des fois à débloquer des choses en eux qu'ils ont du mal à... Ils ont du mal à peut-être avoir eux-mêmes sans qu'il y ait de déclencheur derrière. C'est aussi par rapport à la notion de don dont tu parlais qui est aujourd'hui très mal comprise. Parce que si jamais je donne mon téléphone à quelqu'un, j'ai plus mon téléphone. Mais quand tu donnes ton temps à quelqu'un, là on est sur quelque chose de plus complexe et tu vas pas juste donner
t'as un échange qui se fait entre deux individus, et un échange, fatalement, ça va des deux côtés. Et c'est là où je trouve que on est aussi faussé avec des relations, par exemple les professeurs, et certains psys, certains coachs, il y en a qui essaient d'avoir ça, une vision un peu robotique ou de haut en bas. Donc la personne se met sur un piédestal et elle va donner, mais donner en se sentant supérieur. Alors que quand tu passes sur le même niveau, là tu t'autorises à recevoir, et là tu rentres sur quelque chose de, je trouve, déjà beaucoup plus difficile, parce que déjà tu t'autorises à être vulnérable, parce qu'être humain c'est aussi ça, c'est être vulnérable. Donc ça veut dire que de temps en temps tu vas faire des erreurs, de nos jours. Faire les erreurs c'est très compliqué, mais ça ne devrait pas, c'est normal de faire des erreurs, et c'est comme ça. Enfin, là vraiment, on est sur les phrases clichés, mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, qu'on grandit. Tu vois, moi je vais te dire, oui, je suis responsable politique et associatif, mais en fait, je suis responsable au sens que je dois gérer des structures, des êtres humains, des organisations. Mais en fait, je ne suis pas au-dessus d'eux. En fait, on est le même équipage d'un bateau. Et en fait, chacun a sa place. D'ailleurs, c'est toujours ce que je dis aux gens, c'est que peu importe le temps qu'ils donnent, peu importe l'envie qu'ils ont, peu importe... En fait, vous avez votre place. Vous avez votre place. Vous êtes important. Vous comptez. Vous comptez pour des gens autour de vous et vous comptez aussi pour la société. Et en fait, vous sentez jamais nul, vous sentez jamais faible, vous sentez jamais inutile. Parce que ce n'est jamais le cas. Et en fait, je pense que, tu vois, c'est comme aimer. C'est pas un jugement de valeur ce que je vais faire, mais il y a beaucoup de gens qui aiment mal. Je suis complètement d'accord. Ils aiment mal parce qu'en fait, ils n'aiment pas totalement, parce qu'ils ont peur en fait de se rendre vulnérable aussi par l'acte d'amour, parce qu'en fait, quand on aime, on est vulnérable puisqu'on dévoile tout de soi. On dévoile nos fragilités, on dévoile nos doutes, on dévoile aussi nos forces, on dévoile nos ambitions qui peuvent aussi parfois faire peur. On doit en fait atteindre, alors je dis pas un sans filtre absolu parce que ça n'existe pas, puisqu'on se dissimule même des fois des choses à nous-mêmes. Mais en tout cas, on doit essayer d'être le plus transparent possible et on doit accepter autant les fragilités de l'autre que d'exposer les siennes. Je pense avoir eu la chance quand même dans ma vie de connaître des grands moments d'amour avec des femmes qui m'ont apporté, construit, où ça s'est parfois très bien fini, d'autres fois non. Mais en tout cas, qui m'ont apporté des choses extraordinaires, qui m'ont appris à mieux me connaître, à me sentir plus en confiance avec moi, à me sentir meilleur, à me sentir plus fort. Et ça parce que en fait, on avait atteint aussi cette plénitude dans l'acte d'amour où en fait, on se faisait totalement confiance. On était dans un total respect. C'est-à-dire qu'il n'y en avait pas un qui était justement ce que tu disais au-dessus de l'autre. Non, en fait, on était à égalité dans le rapport qu'on avait. Parfois, on avait des ambitions et des envies qui différaient, sauf que parce qu'on se respectait et qu'on avait envie de s'accompagner réciproquement dans nos envies et nos ambitions qui étaient différentes, eh bien, en fait, on grandissait ensemble. En fait, déjà, je pense qu'on manque d'amour, en fait, dans notre société. Au-delà du grand amour, au-delà de la femme, enfin, je parle pour moi, mais de la femme qui va nous transcender, nous faire nous sentir quelqu'un d'autre, et voilà. L'amour envers ses amis, l'amour envers sa famille, l'amour envers ceux qui comptent, et même des fois l'amour en fait qu'on peut avoir avec la personne qu'on ne connaît pas encore, qu'on rencontre dans la rue, mais qui mais qui déjà entre guillemets en le rencontrant rentre dans notre vie. Des fois le simple bonjour, les simples gestes de politesse, la simple bienveillance naturelle qu'on devrait avoir les uns envers les autres, je la trouve de plus en plus manquante. On s'ignore, on s'évite. Parfois, avec nos écouteurs, on s'enferme. Et du coup, on n'a même plus tendance à voir la personne qui va parfois emprunter le même trottoir que nous. Et du coup, en fait, finalement, on déshumanise, on retire de l'amour, on retire de la bienveillance partout. Et je pense que notre société, elle souffre d'abord de ça, d'un manque d'amour. Alors, je suis très d'accord sur pas mal de choses. Oui, il y a un petit aspect où, tu vois, genre, pour moi, ce qui est en train d'être enlevé, en fait, c'est des politesses surtout. Et je trouve pas qu'il y ait d'amour dans les politesses. C'est des phrases qui sont... Par exemple, quand tu dis à quelqu'un « comment tu vas ?», 90% du temps, la personne n'en a rien à foutre de comment tu vas. Elle te fait ça par politesse, c'est des réflexes. Et là, on perd la valeur. Et pour moi aussi, on a... Mais en fait, c'est parce qu'on connaît pas le sens de l'amour.
Moi, j'ai une citation de Saint-Exupéry, justement, qui m'a beaucoup marqué. Je crois que c'est de lui. Hein. Il disait aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. Et ça, je trouve ça magnifique parce que ça inclut une notion d'évolution. Alors que, bon, déjà, là, il y a beaucoup d'adultes qui arrêtent d'évoluer à partir du moment où ils ont leur premier métier. Mais remettre, en fait, l'amour, déjà, la placer dans quelque chose de plus grand. Parce que, et moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup parce que, bon, si vous avez vu mes TikTok, vous savez que, je sais pas, disons, on va dire que je suis pas un grand pratiquant de l'amour dans la relation. Pour moi, l'amour, il y a des choses qui vont passer avant. Déjà, moi. Et c'est aussi lié à ma vision de l'amour. Moi, j'adhère beaucoup à la vision de Don Miguel Ruiz, qui a écrit les 4 accords Toltec, qui est assez connu comme ça. Et lui, en fait, il parle de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est un amour que tu cultives pour toi, et c'est un peu comme une cascade intérieure. Et en fait, elle va ruisseler sur tout ce qui existe autour. Et du coup, quand tu connais cet amour inconditionnel, tu comprends que le couple, il peut pas être basé sur l'amour, en fait. Ça marche pas. Parce que l'amour, le vrai amour, il est censé être éprouvé pour tout ce qui existe autour de nous. Et donc en fait, les couples, tu vas les baser sur autre chose, et tu parlais de respect. Pour moi, ça, le respect, tu peux baser un couple sur le respect. Et pour moi, tu peux baser un couple sur de l'utilité. Dans le sens où la personne te fait grandir, tu l'as fait grandir, ça a du sens de se mettre en couple pour. Évidemment, s'il y a de l'alchimie, potentiellement, s'il y a d'autres choses avec. Enfin, vous vous sentez bien ensemble. Et là, du coup, on rentre dans une fidélité. Je pense pas que la fidélité soit dans l'amour. Après, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de choses qui s'embrouillent autour de l'amour. Et tu as par exemple des gens qui pensent que éprouver de la jalousie, c'est quelque chose de sain et ça veut dire que tu aimes. Non. La jalousie, c'est pas quelque chose de sain. La jalousie, c'est justement toutes ces conneries qui viennent autour de l'amour et qui vont commencer à la corrompre. Et après, quand tu comprends ça, tu comprends aussi qu'il y a des processus qui sont dans l'inconscient. Tu parles par exemple de l'amour que tu peux ressentir à la femme que tu vas croiser dans la rue. En fait, il y a un processus qui est mis en avant par Carl Jung. En fait, au fond de notre inconscient, on aurait un archétype qui s'appelle l'anima chez les hommes, l'animus chez les femmes. Et l'idée, c'est que l'anima, il fonctionne de façon à ce qu'au fond de nous, on a cette vision de la femme parfaite qui va nous compléter. Et de manière complètement inconsciente, quand on croise quelqu'un, on va capter plein de choses. Et du coup, on ne peut pas capter à quel point elle correspond à notre anima. Et plus elle va correspondre, plus on va avoir de désir. Et si jamais elle correspond, on pourrait donner un pourcentage, mais à un certain taux de correspondance, on peut avoir ce qu'on va appeler un coup de foudre dans cette théorie-là. Moi, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup, mais ça veut aussi dire que dans cette vision-là, la femme va compléter quelque chose. Ce qui, ça aussi, n'est pas forcément très sain. C'est la vision d'Aristophane du mythe de l'homme androgène, où l'homme était deux, il a été séparé en deux, il cherche sa moitié. Mais du coup, dans cette vision-là, de manière inconsciente, ce qui est intéressant, c'est qu'on aurait cette femme qui nous complète et qu'on va chercher. Et donc, en fait, ce qu'on cherche à travers ce qu'on pense être de l'amour, c'est juste à être complété. Et du coup, on cherche quelque chose d'utile. Et c'est pour ça que je dis que voir le couple comme quelque chose d'utile, ça peut avoir du sens. En fait, je pense que tu as des deux. C'est-à-dire que moi, je regarde pas les choses de façon binaire par rapport à ça. Je pense qu'en fait, tu as un mélange entre à la fois de l'utilité et à la fois de quelque chose que je n'arriverai peut-être pas à définir en mots et qui dépasse ça. C'est-à-dire que je pense qu'un couple qui est fonctionnel et qui est heureux, c'est à la fois un couple qui est une communauté de vie, c'est-à-dire que parce qu'en fait tu vas quand tu te mets en couple avec quelqu'un, tu embrasses à la fois ce qu'elle est, ce qui l'entoure, son entourage. Voilà, donc c'est pas elle seule, entre guillemets, c'est tout ce qu'elle est et qui fait sa vie. C'est aussi un partenaire de vie, c'est-à-dire que justement, c'est une personne qui va t'aider à t'accompagner. Alors, non pas compléter ce que tu es, parce que je pense que tu es, évidemment, tu te nourris de toute façon de toutes tes expériences professionnelles, amicales, de ce que cette personne-là va t'apporter, mais aussi de tout ce que les personnes dans ton entourage et de tout ce que tu fais dans ta vie globalement va t'enrichir, et pas spécifiquement elle. Mais par contre, cette personne-là, parce qu'il va y avoir du respect, de la confiance et de l'envie aussi, c'est elle qui va pouvoir te permettre de te porter et en tout cas de te soutenir à la fois pour atteindre tes objectifs, à la fois pour répondre des fois à certains de tes doutes, de tes peurs qui peuvent te paralyser et t'empêcher d'atteindre ces objectifs-là. Et puis après, il y a quelque chose un peu magnifique
un peu inexplicable, et des fois, bon, je tolère. Alors avant, je cherchais à mettre des explications sur tout, à chercher comment je pourrais dire, à mettre de la connaissance et du savoir sur tout, et je pense que des fois, il y a des choses qui méritent de simplement rester telles qu'elles sont, c'est-à-dire sans réponse, finalement. Dans l'amour, quand tu aimes vraiment au plus profond de toi, il y a quelque chose, en fait, d'absolument inexplicable, c'est-à-dire que la personne va être capable, même à distance, dans un moment qui va par exemple être éprouvant pour toi, de trouver, on parle même pas des mots justes pour soulager ta peine ou pour t'aider à traverser l'épreuve. C'est plus profond que ça, c'est presque comme si les mots qui allaient sortir de sa bouche étaient ceux attendus par toi. Et moi, ça me l'a fait dernièrement, et j'ai été même un peu surpris de les recevoir, ces mots-là, en me disant mais c'est incroyable, parce que c'était vraiment ce dont j'avais parfaitement besoin au mot près, et où là tu ne peux pas l'expliquer. Et en fait il y avait une phrase que j'aurais beaucoup de mal à ressortir parce qu'elle était assez longue, mais il parlait en fait de cet amour qui se joue du temps et des nuits, qui se joue en fait des destinées qui naissent, grandissent et se meurent. Et finalement, en fait, pendant que ton cœur se pose la question de qui est cette personne finalement que tu rencontres, en fait, ton âme clame enfin te voilà. Et où c'est un petit peu cette phrase qui dit aussi que l'amour ne fait pas se connaître deux âmes, mais les fait se reconnaître. Et alors, bon, ça peut paraître un petit peu bête ce que je dis, ou en tout cas un peu à l'eau de rose, un peu romantique, etc. Mais en tout cas, c'est quelque chose que pour ma part, j'ai pu un peu expérimenter d'une certaine manière. Et j'y crois beaucoup finalement. Mais tu vois, par exemple, quand tu dis reconnaître, attendu, tu te donnes cette idée que cette chose existe déjà. Et du coup, pour moi, ça rejoint ce que je disais dans l'existence dans l'anima. Il y a une construction, du coup, de la personne aimée en nous. Ça, tu parlais de l'image qu'on a de la personne, est-ce qu'on la voit ou pas. Il y a Yankelevitch, mais je crois que c'est pas lui qui a commencé à dire ça. Non, en gros, il y a toute une théorie en philosophie de cristallisation. En fait, bon, de manière très très simple, est-ce que tu vois vraiment, est-ce que tu connais vraiment la personne que tu aimes? Dans la plupart des cas, c'est pas vrai. Dans certains cas, c'est vrai. Mais pour moi, il va falloir essayer d'y mettre de la confiance. Il y a aussi cette question de, quand tu reconnais quelque chose, tu projettes quelque chose qui existe en toi sur la personne. Il y a très peu de chances que la projection soit parfaite. Et du coup, là où il y a des petits défauts de projection, est-ce que tu vas prendre la personne que tu as en face de toi ou l'image intérieure? Et je pense que dans la plupart des cas, tu vas arrondir un peu la personne qui est vraiment en face de toi pour correspondre à l'image. On idéalise, tu sais, toujours un peu l'être aimé, hein. Mais parce qu'en fait, on a besoin d'idéaliser. Mais dans tout, parce qu'en réalité, on n'arriverait à amener aucun combat, par exemple, politique, etc., même par exemple, sans idéal à poursuivre, à tenter d'atteindre. Par exemple, dans la façon dont le général de Gaulle, à la sortie de la guerre, a dépeint la France combattante, la France résistante, c'est parce qu'il savait qu'il y avait besoin en fait de cette image transcendante pour pousser un peuple qui avait été vaincu en 40, humilié en 40, qui avait connu les affres et les divisions liées à la collaboration la plus vile, liées aux dénonciations de Français qui en dénonçaient d'autres, etc. Il savait que s'il n'y avait pas un idéal supérieur vers lequel mener la nation, en fait la nation allait se déchirer. Les gens allaient continuer de se mener une guerre les uns contre les autres parce qu'il fallait punir ceux qui avaient collaboré, fauté ou qui n'avaient rien fait. Et il y aurait eu des tensions en fait qui n'auraient jamais réussi à se résoudre finalement. Et en fait, il y a eu des moments où lui-même savait que cet idéal n'était pas vrai, qu'il était construit. Par exemple, au moment de la libération de Paris, alors qu'il y avait des millions de personnes, puisqu'on avait dit que jusqu'à Charlie Hebdo, aux manifestations de Charlie Hebdo, il n'y avait jamais eu autant de monde qu'à la libération dans les rues de Paris, qui manifestaient, on parlait de millions de personnes, et bien en même temps, les forces françaises intérieures, qui se constituaient désormais en France combattante, cherchaient
du coup des profils de personnes qui allaient s'engager pour continuer la libération du territoire national. Et alors je n'ai plus le chiffre en tête, mais on parlait en quelques jours de seulement quelques centaines, peut-être 1 millier, 2 milliers, 3 milliers de personnes qui se sont engagées en fait sous les drapeaux. Et à ce moment-là, De Gaulle a vécu une espèce d'effondrement. C'était un homme qui, d'ailleurs peu de gens le savent, mais avait un peu cet équilibre où à la fois il vivait des grands moments d'exaltation et en même temps des grands moments d'effondrement, de scepticisme, d'inquiétude profonde, etc. Et à ce moment-là, il s'est dit, en fait, la France est perdue, parce que si dans ces moments-là, on n'arrive même pas à lever 2000 hommes ou 3000 hommes, c'est une catastrophe. Et pour autant, ça ne l'a pas empêché, malgré tout, parce qu'il savait que c'était nécessaire, parce qu'il savait que c'était son devoir par rapport à la France, par rapport à la continuité de la République, en fait, d'inventer un mythe, d'inventer une construction, d'inventer en fait un idéal qui ne savait pas tout à fait vrai ou tout à fait parfait, mais qui a permis à un moment donné d'emmener les gens à être meilleurs. Et pourquoi je parle de ça, mais en fait en amour, c'est pareil. C'est-à-dire que on s'idéalise soi-même, un petit peu, parce qu'on a besoin aussi de cette confiance-là pour aller aborder la personne et l'aborder pour aller la draguer, pour aller la faire en sorte qu'on lui plaise. Et en même temps, on a aussi besoin d'une image un peu idéalisée. Mais une image un peu idéalisée qui forcément à l'épreuve du réel... Voilà, parce que en fait, c'est un peu comme pour le coup les TikTok, etc. qu'on voit quand par exemple on a une femme qui vient avec de très beaux dessous en disant voilà comment mon copain m'imaginait tous les jours avec lui dans le quotidien. Et puis ensuite, elle revient à l'image suivante avec un pyjama kangourou en disant voilà comment il me voit tous les jours en réalité. Bien oui, en fait, il y a toujours une part d'idéal. Après, c'est aussi quel est le degré d'acceptation qu'on a entre l'idéal et puis la réalité. Et il ne faut pas, entre guillemets, que l'idéal soit totalement inaccessible, soit totalement démesuré, soit totalement faux, au point que du coup, la réalité soit totalement fade. Et c'est le problème aussi, alors je suis désolé, mais je fais quelques petits bonds à droite et à gauche, hein, mais c'est aussi la réalité par rapport aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que puisque l'idéal qu'on donne aux jeunes, quand je parlais des influenceurs... Oui, les réseaux sociaux et pas que. Il y a toute une image qui est cultivée de la femme qui fait que... Ouais. Au-delà même de la femme, de l'homme, globalement, quel que soit d'ailleurs le genre, même si les femmes, c'est une pression qui est encore plus dure. Il y a pas longtemps, je me suis dit, si jamais j'étais une femme, là actuellement, je serais à la salle en train de faire du sport. Parce que ça doit être tellement... Mais c'est un enfer. On fixe tellement des corps idéaux, avec des femmes qui vont faire du 85D, qui vont avoir des fesses parfaites, en même temps vont être fines, vont avoir les cheveux de telle taille, etc., etc. C'est horrible, la pression qu'on met sur les gens. Encore une fois, vraiment je le dis parce que c'est hyper important, et si à un moment donné il y a des gens qui écoutent et qui peuvent se sentir mal à l'aise vis-à-vis de leur corps ou même vis-à-vis de leur place dans la société, pour plein de raisons différentes d'ailleurs, en fait vraiment vous êtes beau, vous êtes super, vous comptez, vous êtes utile, ne vous dévalorisez jamais par rapport à l'image que peuvent projeter d'autres gens. À un moment donné, sans parler par exemple de beauté, mais par rapport à ce que je fais. Moi j'ai un engagement où quand j'ai commencé à faire des choses, en fait très clairement, on m'aurait peut-être jamais donné ma chance parce que quand j'ai démarré dans mon association, on était 5, tu le sais. On n'avait pas d'argent. Les premiers sous qu'on allait gagner, c'était à la sortie de l'église, dans des brocantes où on gagnait 5 euros, 10 euros, machin. Personne ne nous faisait confiance, personne ne voulait nous tendre la main. Et si en fait je me mettais à me comparer moi ou à comparer ce que je faisais avec d'autres associations, avec d'autres gens qui avaient aussi de super idées, etc., en fait je me serais resté paralysé en me disant il y a des gens tellement mieux que moi, des gens qui font tellement mieux les choses que moi. En fait ça sert à rien que je le fasse. Moi aussi, parce que je suis tellement ridicule à côté d'eux. Mais en fait, si on s'en tient toujours à se comparer, en fait, on peut pas faire de grandes choses. On peut pas aimer correctement la personne en face de soi. On peut pas s'aimer soi-même comme il faudrait. Et en fait, on peut rien réaliser dans la vie. En fait, il faut se prendre tel qu'on est, avec nos défauts, avec nos atouts, avec nos handicaps, qui peuvent être des handicaps physiques, des handicaps mentaux, parce qu'on se crée parfois nous-mêmes nos propres barrières. Et faire avec ça,
notre bout de chemin à nous, plutôt qu'essayer de voir qu'est-ce que je peux faire par rapport aux voisins. Et d'ailleurs, c'est un sentiment aussi très français de beaucoup se comparer, de beaucoup regarder chez l'autre. Mais en fait, avant de regarder chez l'autre, regardons ce qu'on est au fond de soi-même, regardons ce qu'on peut apporter. Et encore une fois, chacun peut apporter des choses absolument extraordinaires dans notre société. Et saisissons cette chance-là. Ouais, non, c'est très vrai ce que tu dis, l'idéalisme. Moi, dans ma démarche, je me détache un peu de tout ça, je mets de la conscience. Par exemple, j'ai entendu il n'y a pas longtemps une philosophe garder cette citation de Pascal qui dit «Le cœur a ses raisons que la raison ignore». Pour moi, c'est plus possible, notamment parce que Jung a mis en avant des structures, il y a plein de connaissances de l'inconscient qui fait que si jamais on a ce désir, on peut aller chercher tout ça. On n'a pas forcément ce besoin-là. Moi, j'ai ce besoin-là, tout le monde ne l'a pas. Mais ça aussi, c'est comme ça, les fonctionnements, des choses qui nous portent de l'avant. Avant, quand je me suis lancé dans tout mon changement de trajectoire, dans l'entrepreneuriat, t'as des figures, tu dis waouh, tu vas tout casser, tu vas faire des choses incroyables, tu mets tout ça en place, t'as ces notions de motivation, de discipline, que tu vois qui marchent, qui servent pas tout le temps, tout le monde, en fonction de là où tu en es dans ta vie. Il y a des moments où tu peux t'en dégager ou pas. Mais c'est pour ça que mon podcast s'appelle l'individuation. Tout en fait est très individuel à reprendre à sa mesure. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que tu as dit, c'est que tu as fait des liens entre plein de choses. Et globalement, l'amour, c'est présent partout, c'est pas juste dans un couple. On avait parlé de poésie. Moi justement, il y a une fois où j'ai eu un grand moment d'amour quand j'ai écrit un texte en anglais. Je ne savais pas vraiment si c'était de la poésie à ce moment-là parce que je ne savais pas ce que c'était, mais il y avait une touche poétique, tu vois. Et vraiment, j'ai eu un grand moment d'amour en écrivant ce texte-là. Et tu vois, l'amour, ça existe partout, ça influe tout ce qu'on fait. Et on peut... En fait, l'humain, il est au centre de tout. Donc tout ce qui va exister, si on creuse assez loin, va se rejoindre dans l'humain. Et c'est aussi une démarche à faire pour apprendre. Et c'est pour ça que mon podcast, il n'est pas limité. Par exemple, aujourd'hui, je parle avec toi qui a une démarche un peu plus politique que moi, j'ai pas du tout. Mais tout ça, ça se rejoint dans l'humain. Et j'étais étonné, c'était beaucoup plus proche de ma démarche, de mes constats, que ce que je pensais. Parce qu'il y a tout ça qui se rejoint dans l'humain. Et c'est aussi apprendre à faire des liens, c'est aussi apprendre à apprendre, peu importe ce qu'on fait. Et du coup, je te remercie vraiment pour ce moment, pour ce message. C'était un échange incroyable. Écoute, moi je te remercie surtout parce qu'en fait c'était un peu improvisé dans le sens que voilà, tu m'avais contacté il y a quelques jours en me proposant ça, je savais pas du tout à quoi m'attendre, j'avais rien préparé de spécial, je me suis dit comme ça va venir au fil de l'eau. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. En plus de ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais parce que aussi je crois beaucoup que vivre, c'est un peu un acte d'amour permanent, et même faire de la politique, c'est un acte d'amour permanent parce que, alors on parle toujours des scandales, on parle toujours de ce qui va pas et des gens qui abusent du système et qui cherchent à le détourner à leur fin, à eux. Mais en fait, quand on fait de la politique, c'est-à-dire quand on s'occupe globalement de la cité, de la ville, de sa communauté, après, quelle que soit la taille de la communauté dans laquelle on s'implique, en fait, c'est quand même un acte d'amour envers les gens parce qu'on a pour but, quand même final, c'est d'essayer d'améliorer leurs conditions de vie. En tout cas, voilà, c'est comme ça que je le vois. Et donc, en fait, c'est aussi pour ça, tu vois, je reviens à ce que je te disais au tout début, mais de jamais oublier. Mon père, il a prononcé un discours quand il a arrêté d'être chef de centre des pompiers à Lardy, et après l'avoir été pendant 25 ans. Et il a dit, surtout, n'oubliez jamais, entre guillemets, il s'adressait à ceux qui étaient encore là, et notamment les jeunes qui venaient de rentrer, et notamment moi, puisque moi, je suis rentré aux pompiers au moment où mon père partait. On a eu le temps de faire quelques interventions ensemble. Et en fait, il a dit, n'oubliez jamais les raisons qui vous ont poussé un jour à franchir la porte de ce centre de secours. Et en fait, n'oublie jamais, c'est quel que soit ce que tu fais, que ce soit moi dans mes engagements ou toi dans les tiens, parce que c'est aussi en fait une forme d'engagement pour les autres ce que tu fais là. Parce que tu apportes des choses qui sûrement permettent à des gens de se sentir peut-être mieux, de mieux se comprendre, de s'ouvrir aussi aux autres, et je trouve ça super. Ouais, mais complètement. On a une approche différente, mais la conclusion, c'est la même. Moi, toute ma démarche, c'est aussi parce que, par rapport à ce que je considère être important pour l'individu, pour moi, vraiment, ce qu'il y a de plus important, c'est la connaissance, c'est la compréhension.
J'ai une démarche qui est un peu moins dans le matériel et plus dans des réflexions de développement personnel. Pour moi, c'est comme ça que je vais aider les gens. Pour toi, t'as une cible différente de la mienne, qui a des besoins différents et du coup, tu leur apportes ce que tu juges être le mieux pour eux. Par exemple, moi, je rejoins beaucoup ta démarche parce que je pense que le principal problème aujourd'hui de notre société, c'est le fait d'avoir beaucoup perdu en spiritualité. Alors quand je dis en spiritualité, je parle pas forcément de Dieu et de religion, hein. Je parle même de spiritualité intérieure, etc. On a perdu beaucoup en humanité. Aujourd'hui, les gens, au-delà des problèmes matériels qu'ils peuvent rencontrer, c'est-à-dire des gens qui ne gagnent pas assez bien leur vie, qui du coup vivent dans des conditions de vie parfois indignes, et ce genre de choses, et là où il faut le résoudre, et ça peut être des problèmes matériels, c'est que je pense qu'on a aussi de vrais problèmes immatériels. On a un vrai problème de rapport à soi, de rapport aux autres. On a déshumanisé en fait le rapport aux autres. Et je pense que ça, on en souffre beaucoup. Et moi, j'essaye à chaque fois de le rappeler. Quand on fait des discours, quand il y a des temps importants, on s'adresse aux gens. C'est de rappeler en fait les valeurs qui sont les plus importantes, en tout cas à mes yeux. Et qui font qu'à un moment donné, on est des êtres humains. Et qu'on se distingue aussi du reste par rapport à ça. Complètement. Moi, la spiritualité, pour moi, c'est un grand sujet qui est complètement incompris aujourd'hui. Aux États-Unis, les Américains arrivent à en parler. En France, c'est pas compris. Mais parce que la spiritualité, c'est pas quelque chose de loin. En fait, c'est quelque chose de proche. C'est une reconnexion tellement profonde à soi qu'on comprend qu'il y a l'existence de liens entre nous et les autres. Et bien si en fait la France, elle s'est construite en plus, la République s'est construite de façon anticléricale. Et donc tout ce qui était associé de près ou de loin à une forme de religion ou de spiritualité était de fait banni. Et d'ailleurs, on le voit, c'est que les gens qui croient en quelque chose de supérieur, et enfin moi, c'est pas spécialement mon cas, enfin je me questionne pas trop sur ce sujet-là, moi je crois beaucoup en l'homme, en ce qu'on est capable de faire, et après le reste on verra bien. Mais en fait, ils étaient parfois moqués, ces gens-là, en tout cas. Et moi, je les moque pas. Parce que je pense que chacun a une forme de spiritualité, a une forme, j'utilise beaucoup le mot depuis tout à l'heure, de transcendance, mais quelque chose à un moment donné qui nous fait nous sentir plus que nous-mêmes. Et ça, on n'a pas besoin d'être croyant pour ça. Et je pense que d'ailleurs, on manque de ça, en fait, dans notre société. Je pense aussi que la spiritualité, on dépasse la croyance, en fait. C'est un ressenti. Et du coup, c'est pas de l'ordre juste de croire en quelque chose. C'est à un moment donné, tu as quelque chose qui se passe dans ta vie qui fait que c'est une conviction profonde, tu vois, c'est un des choses qui est le plus sûr qu'il puisse jamais y avoir dans la vie. Et c'est là aussi la distinction avec la religion. La religion, pour beaucoup, c'est une croyance. La spiritualité, pour tous ceux... Enfin, il y a aussi des gens pour qui la spiritualité, c'est une croyance. Par exemple, moi, il y a une citation qui m'a beaucoup marqué. Jung, à un moment donné, il a un interview. Et on lui demande, est-ce que vous croyez en Dieu? Il fait, croire? Non, moi je crois pas, je sais. Et je peux pas le dire comme il le dit, mais quand tu l'écoutes dire cette phrase, bien sûr, tu sais que quand il dit je sais, tout son corps vibre, tout son corps sait. Tu vois, son doigt sait. Ça c'est bon. Là, on va s'égarer un peu beaucoup. On va clôturer sur toutes ces notions difficiles de spiritualité. Sinon, on pourrait encore faire 1 heure sur la spiritualité, qui est un sujet pour moi vraiment un des plus intéressants. Et il y a beaucoup de choses à démystifier dessus. Il y a beaucoup de, tu vois, beaucoup d'intox autour de tout ça. Mais là déjà, on a donné beaucoup de choses, beaucoup de contenu, beaucoup de choses qui vont entamer, pousser, aider la réflexion. Et je pense que vraiment l'objectif a été atteint et dépassé dans ce podcast-là. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode, faire des retours. Je mettrai dans la description mon Instagram, celui de Rémi. N'hésitez pas à échanger avec nous, ça nous fait trop plaisir. Bien sûr, avec plaisir. Et puis merci beaucoup à toi en tout cas. Merci à toi aussi pour ce moment, pour cet échange.